Bon, ben, merci à tous. Je me présente rapidement. Je suis Laurent Gallon, je suis maître de conférence en informatique au laboratoire d'informatique de l'Université de Pau et des Pays de la Dour, le LUPA, de l'université de l'UPPA, qui est l'Université du Sud-Aquitaine. Et donc, je vais aujourd'hui vous donner quelques éléments sur les domaines de recherche de mon laboratoire et puis essayer de faire un lien avec la robotique, même si vous allez voir, comme la semaine dernière, on n'est pas un laboratoire qui travaille spécifiquement sur la robotique, hein, on est plutôt dans les usages de la robotique, mais je vais essayer de vous faire un lien pour vous montrer ce que l'on fait là-dessus. Alors, oui, si je clique pas, ça va pas le faire. Voilà, pardon, excusez-moi. Tac, on y est. Donc voilà, donc le LUPA, c'est un petit laboratoire hein, qui a été créé, qui est une équipe d'accueil qui a été créée en 2001 à l'Université de Pau et qui est constituée de 3 équipes et dont les membres sont répartis sur 3 sites géographiques, Pau, Anglet, Mont-de-Marsan, avec 1 heure et quart de route d'un point à l'autre. Donc voilà, on ne se voit pas tous tout le temps et c'est pas tout le temps évident de travailler ensemble, mais c'est une spécificité de notre laboratoire qui est assez éclatée. On en parlait il y a 2 minutes avec Grégoire, hein, qui est aussi éclaté sur différentes formations, formation informatique, formation de droit, formation d'éco-gestion. Enfin, donc, on est un petit peu un laboratoire patchwork sur ce point-là. Alors, on a une trentaine de membres permanents, hein, 7 PR, 24 MC aujourd'hui, et à peu près le même nombre de membres non permanents, avec une vingtaine de doctorants actuellement, 5 postdocs et puis 6 chercheurs contractuels. Voilà rapidement pour le laboratoire. Alors, je vous l'ai dit, donc on est un laboratoire un peu patchwork. Donc l'idée pour nous, ça a été de nous centrer sur un domaine applicatif de travail en commun, sur lequel chacun pourrait apporter sa compétence d'un point de vue recherche. Donc ce domaine applicatif qui a été choisi, c'est les systèmes cyberphysiques avec un aspect logiciel, hein, développement logiciel qui apparaît là-dessus, de génie logiciel, un aspect donné, que ce soit dans la représentation ou dans l'analyse de ces données, bien entendu un aspect architecture, système cyberphysique, et puis l'aspect réseau qui va avec, des aspects sécurité sur à la fois les datas et à la fois tout ce qui va être traçabilité, communication, etc. Bien sûr, des interactions avec les humains, évidemment, et les autres machines. Et puis, un petit focus sur du green computing, qui est une des priorités de recherche de notre université. Alors, je vais rapidement détailler les 3 équipes. La première équipe, c'est l'équipe génie logiciel, dont les domaines de recherche portent sur les méthodes et les outils pour le développement de logiciels, donc du génie logiciel classique, avec des objectifs de qualité, réutilisabilité, maintenabilité, fiabilité et scalabilité. Alors les axes de recherche qui développent actuellement, c'est la conception, le déploiement et l'exécution de logiciels par les modèles, que ces modèles soient formels ou semi-formels, avec comme objectif des spécifications d'architecture logicielle, notamment autour des systèmes, et puis le développement de logiciels par modèle exécutable. Alors, il y a un point qui regarde de manière particulière, c'est tout ce qui est adaptation logicielle, notamment l'élasticité dans le cloud. Et puis, ils sont en train de développer un aspect particulier du green software, qui est la sobriété énergétique des applications mobiles dans l'utilisation du processeur et les appels à tout ce qui est processeur au niveau de ces applications. Donc ça, c'est la première équipe. Deuxième équipe, traitement des informations pour l'adaptation de l'interaction au contexte et à l'utilisateur. Il vaut mieux dire T2I, c'est moins long. Donc avec un fil conducteur qui est autour des données thématiques spatio-temporelles que l'on retrouve dans les applicatifs. Et puis un aspect donc adaptation, vous l'avez compris, autour du contexte et de l'utilisateur dans lequel on va trouver ces données ou on va les générer. Alors, leurs axes de recherche, c'est tout ce qui est extraction, indexation et recherche ciblée d'informations, ça c'est la base, avec donc de l'adaptation au contexte et à l'utilisateur, et notamment tout ce qui est autonomie computing, hein, donc des boucles de contrôle-commande à partir de la récolte des données pour pouvoir prendre des décisions, analyser et prendre des décisions. Ils travaillent sur des environnements centrés utilisateurs, avec, bon, évidemment, un aspect UIH hein, fort, puisqu'on travaille avec des utilisateurs, et puis des interactions qui peuvent être distribuées, donc qui sont pas au même endroit. Et puis là aussi, il y a des aspects green computing qui apparaissent dans leurs travaux de recherche.
Enfin, la troisième équipe, donc l'équipe architecture des systèmes cyberphysiques dont je fais partie, travaille, comme son titre l'indique, sur l'architecture des systèmes cyberphysiques. Et là-dessus, on a 4 axes de recherche bien définis. Le premier axe, c'est sur les données, avec donc la définition de modèles sémantiques de représentation des données que l'on récolte sur les différents composants de nos systèmes cyberphysiques. Et puis ensuite, de ces données, on doit pouvoir faire un raisonnement multicritère. Donc il faut que ces données soient riches et soient bien constituées pour pouvoir faire ces raisonnements et ces analyses pour pouvoir prendre ensuite des décisions. On travaille bien sûr sur l'architecture, des architectures de ces systèmes cyberphysiques. On essaie de les faire le plus générique possible. Et puis là aussi, on suit des processus autonomiques pour pouvoir avoir des boucles de contrôle commande, j'y reviendrai, qui permettent d'automatiser en partie les processus dans ces systèmes cyberphysiques. On a un axe fort aussi sur tout ce qui est communication, hein, au niveau réseau, que ce soit à bas niveau, LoRa, ou à plus haut niveau de la récolte des données sur les différents systèmes. Et puis en termes de sécurité, on a donc des aspects traçabilité, contrôle d'usage distribué, privacy, etc., etc. Il y a d'autres aspects qui sont abordés. Voilà, alors donc comme vous le voyez, donc le laboratoire, c'est une présentation très rapide, hein, mais c'est pas un laboratoire de recherche en robotique, hein. On est un laboratoire 2761, on accueille la 27e et la 61e section à l'UPPA, mais on n'a pas de roboticien à proprement parler dans l'équipe. Par contre, dans les systèmes cyberphysiques, évidemment, les robots sont omniprésents, hein, dans le quotidien. Alors, dans différents types de domaines applicatifs, on peut retrouver des robots matériels, hein, dans l'industrie 4.0, évidemment, et toutes les chaînes de production, c'est ce que vous avez en bas à gauche. Dans l'agriculture, qu'on appelle aussi agriculture 4.0, avec la robotisation de toutes les tâches répétitives des agriculteurs, avec les machines qui les aident, qui sont robotisées. Et puis dans le domaine de l'éducation, je ne vais pas trop détailler ici parce que c'est l'aspect que je vais développer dans la suite de ma présentation. On a aussi les aspects bots logiciels qui sont importants pour nous, notamment pour l'implémentation de tout ce qui est autonomie computing, dans les boucles de contrôle commande et l'automatisation des processus métiers. Donc ça, c'est les grands points, les grands liens qu'on peut avoir finalement avec le domaine de la robotique, plutôt en termes d'usage, quoique pour les bots logiciels, on est plutôt en termes de fabrication de ces bots. Alors, je fais un focus sur la partie éducation, parce qu'il fallait que je choisisse un domaine pour pouvoir vous en parler un petit peu, et donc c'est celui que je connais le mieux, donc ça tombe bien. Donc on appelle ça Université 4.0. Je vais vous expliquer rapidement d'où vient cette définition, Université 4.0. En fait, on essaie d'appliquer les mêmes concepts que l'industrie 4.0 au domaine de l'éducation et dans le cadre d'une université. Donc, vous le savez très certainement, donc le monde de l'industrie a commencé par un monde de l'industrie sans machines ou très peu de machines, où par exemple dans les mines, les gens travaillaient à la pioche, à la pêche, à la pelle, ils poussaient les wagons et la seule chose qu'on avait, c'était des trains à vapeur qui pouvaient transporter d'un lieu à un autre le charbon qui était extrait. Et puis, donc ça, c'était l'industrie 1.0, pardon. Ensuite est apparue donc l'électricité, les machines hydrauliques qui ont permis donc de mécaniser un peu plus fortement toute la partie industrie, et donc de massifier, de faire de la massification au niveau de l'industrie, de nous permettre de se développer. Donc c'est le niveau 2.0. Par la suite aussi, on a eu donc les composants électroniques qui ont été mis au point, et puis tout ce qui a été intégration sur les circuits intégrés, etc., qui a permis d'automatiser les tâches sur chaque poste de travail. C'est ce qu'on connaît avec les robots sur chaque poste de travail, les robots qu'on peut trouver dans des usines, hein. Et donc c'est le niveau 3.0 avec l'intégration de ces innovations technologiques. Et puis l'industrie 4.0 qui se développe aujourd'hui, c'est la digitalisation et l'automatisation de tous les processus manufacturiers, c'est-à-dire de prendre les postes de travail qui sont déjà semi-automatisés ou automatisés, et puis de pouvoir les faire communiquer entre eux, de pouvoir les piloter de manière automatique ou semi-automatique, donc via des technologies avancées, l'Internet des objets, tout ce qui est robotique évidemment, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Donc ça, c'est pour la partie industrie. Donc au niveau de l'université, on essaie de suivre un petit peu les mêmes concepts, les mêmes avancées.
Dans l'université 1.0, ce qu'on appelle l'université 1.0, c'est tout ce qui se passait avant la Révolution française, c'est-à-dire que l'éducation était limitée à une frange aisée de la population et la bourgeoisie et était faite essentiellement par l'Église, hein, là-dessus. Et puis après la Révolution française, dans le temps, ça a pris du temps, hein, ce sont des processus humains, donc c'est long, c'est beaucoup plus long que dans l'industrie. Il y a une massification qui est venue, qui a été mise en place, puisque l'école a été on a basculé vers de l'école laïque petit à petit, et puis on a créé le corps des instituteurs, on a rendu l'école obligatoire jusqu'à 13 ans. Donc il y a eu une massification de l'éducation qui s'est faite. Cette massification a duré jusqu'aux années 1970 à peu près, hein. C'est quand même quelque chose qui n'est pas si vieux que ça. Et puis avec l'avènement de l'informatique, donc on a des innovations technologiques qui sont rentrées dans le, l'éducation, qui sont tous les outils numériques que l'on connaît aujourd'hui, hein, les e-learn, enfin les Moodle, pardon, e-learn, c'est la version UPPA, les Moodle, les ITS, les chatbots, tous les outils que l'on connaît aujourd'hui numériques que l'on peut utiliser dans l'éducation qui permettent de réaliser certaines tâches de manière automatique ou semi-automatique, comme dans l'industrie 3.0, on avait des postes de travail qui étaient automatisés pour réaliser leurs propres tâches. Et donc, vous l'avez peut-être compris, au niveau de l'université 4.0, ce qu'on cherche à faire, c'est d'automatiser les processus pédagogiques, hein, d'accord, au sein de l'université qui permettent de faire évoluer un étudiant, mais aussi un enseignant et tous les personnels au sein de l'université tout au long du temps sur les différentes activités qui ont lieu dans l'université. Alors, le cadre donc de ce que l'on fait au niveau du labo, hein, et plus particulièrement de mon équipe, c'est l'architecture de ce qu'on appelle l'université 4.0 que je viens de vous décrire, avec donc, je le répète, hein, semi-automatiser ou automatiser les processus éducatifs en se basant sur l'utilisation d'outils numériques actuels que l'on connaît aujourd'hui, Moodle, l'ITS et tout ça. Et donc, on va définir ce qu'on appelle des systèmes cyberphysiques éducationnels, des ECPS, qui sont un ensemble d'objets, de services, de données et d'humains. Donc, on n'est plus sur l'IoT, mais on est sur l'Internet of Everything, donc sur l'IoE. Donc, on se base sur l'IoE pour réaliser, c'est-à-dire mettre en œuvre, superviser, adapter les situations pédagogiques, les cours TDTP, si vous voulez, les modules, donc tout ce qui se passe au sein de nos modules en termes de processus et tout ce qui se passe au niveau du curriculum, au niveau de l'année. On voit une granularité temporelle à 3 niveaux qui apparaît à ce niveau-là. Et puis donc avec donc toujours cette automatisation des processus et puis l'aide à la décision avec la notion d'assistant pédagogique pour aider les administrateurs de ces différents niveaux à pouvoir prendre des décisions et faire évoluer donc ces différents processus. Alors, je vais essayer de vous décrire un petit peu comment on voit les choses au sein de mon équipe. Donc ça, ce sont les travaux d'une thèse qui est en cours, qui est la thèse de Samia Bachir, qui va se tenir dans pas très longtemps, d'ici le mois de juin, et qui essaie de définir et de faire la modélisation finalement de l'université 4.0 dans son architecture. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 3 niveaux de granularité temporelle. Le niveau annuel, le niveau de granularité annuel, c'est ce qu'on appelle le curriculum, avec, vous le voyez sur la partie de gauche, donc des modules qui s'enchaînent, M1, M2, au choix M3.1 ou M3.2, puis on passe sur le M3.3 qui suit aussi et qui peut être, qui peut être suivi ou pas suivi par les étudiants. Donc ça, c'est le modèle que l'on va retrouver en haut de cette pyramide que vous voyez à droite. C'est le modèle du cursus qui peut être adapté en fonction de l'évolution de l'étudiant tout au long de l'année et des compétences et des notes qu'il aura dans les différents modules. Et donc, on va aller récupérer ces notes, ces évolutions, ces compétences dans les différents modules. Les différents modules étaient représentés par, vous le voyez peut-être, je vais mettre, excuse-moi, je vais mettre le pointeur, tac, laser. Voilà, ici, vous les voyez ici, ce sont ces pyramides en rouge là, qui ressemblent fortement à celle-là, vous allez voir, c'est la même chose. Ces pyramides en rouge qui sont chacune un système cyberphysique éducationnel, et chacune de ces pyramides implémente donc le module, va superviser et faire évoluer chacun des modules. Et donc cette pyramide ici en vert, elle représente la totalité du curriculum.
Alors si je descends au niveau inférieur, je vais me focaliser sur le premier module, ME, voilà, qui est représenté par la première pyramide. Qu'est-ce que je retrouvais? Ben, je retrouvais donc le détail d'une pyramide, donc le fonctionnement de mon ECPS qui est à peu près le même que ce qu'on a vu précédemment, sauf que ici, là, le modèle adaptatif, le process adaptatif que je cherche à automatiser, c'est quoi? Ben, c'est l'enchaînement des cours TD-TP dans mon module. OK, avec voilà, des points de synchronisation ici de départ, des points de synchronisation ici. Après avoir fait ces deux premiers TD, ces deux premiers TP, je suis synchronisé pour pouvoir lancer le troisième cours des TP au choix, soit le 3.1, soit le 3.2, etc. Voilà, et donc je vais récupérer donc les données qui proviennent de ces différents cours TD, TP, soit par des évolutions, soit par des évaluations, pardon, soit par des retours de compétences validées ou pas, des petits QCM, des choses comme ça. En tout cas, je vais récupérer donc toutes les données qui viennent d'ici pour pouvoir ben, voir comment chaque étudiant va évoluer finalement dans ce schéma, dans ce processus. Et donc là encore, pour être générique, chacune de ces activités ici va être réalisé par, là encore, un autre ECPS, mais à un niveau de granularité plus fin, puisque là, on a un niveau de module, donc de quelques semaines, hein, on va dire 1 ou 2 mois en règle générale. Et donc, on va retrouver des données qui vont remonter de la part des ECPS qui permettent de réaliser chacun de ces modules. Donc, on va y aller. Hein. Je vais, par exemple, le TP2. Allez, on y va. Voilà, dans le TP2, qu'est-ce que je vais trouver en haut dans mon scénario adaptatif? Eh bien, je vais retrouver la suite des choses que je dois faire dans mon TP2. Voilà, donc là, je suis dans un TP de téléphonie sur IP, de configuration d'un serveur astérisque pour pouvoir lui associer des postes téléphoniques IP et puis ensuite pouvoir passer des coups de fil avec des boîtes vocales, des choses comme ça. Donc j'ai différentes étapes qui ont été modélisées par l'enseignant. Et donc mon système ici va les récupérer sur, ici on est dans la vraie vie, entre guillemets, on est sur le niveau le plus bas, donc on va retrouver des données, on va retrouver des services, on va retrouver des objets, on va retrouver des humains. J'ai fait exprès de mettre un petit robot pour vous dire, je vais vous parler de robotique quand même, à un moment ou à un autre. On va récupérer donc des données sur la totalité de ces entités qui participent donc à la réalisation de ma situation pédagogique pour pouvoir voir si ces différentes étapes sont validées ou s'il y a des difficultés à des moments donnés, si je dois aider, si je dois adapter, si je dois diminuer le niveau de difficulté, par exemple supprimer les boîtes vocales parce que c'est trop compliqué, etc., etc. Donc voilà un peu la philosophie de ce que l'on essaie de faire à ce niveau-là. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, on a deux aspects d'apparition de la robotique dans nos travaux. C'est soit des robots logiciels, soit des bots qui implémentent le niveau de contrôle commande, hein, la partie autonomique, soit des robots physiques, on en verra un avec ce robot de téléprésence, des robots matériels. Donc je vais commencer par vous donner un exemple sur la partie robot bot, robot logiciel, où c'est le travail de la thèse de Timothée Duron, qui est là en cours, qui est là encore en fin de réalisation, en cours de rédaction, sa thèse, où il a essayé de définir, donc, de mettre en place un bot d'assistance de l'élève de l'enseignant à travers une boucle autonomique où il récupère donc des données sur l'utilisation d'un système informatique pour faire d'apprentissage, pour pouvoir détecter donc des moments de décrochage en temps réel de l'élève sur ce système-là et pour le réengager, soit en faisant appel à l'enseignant si le décrochage est persistant, soit en activant un ITS, soit voilà, il y a différentes manières de pouvoir interagir et de pouvoir faire réagir l'élève et pouvoir l'aider. Donc, notre contexte d'application, c'est une activité d'apprentissage de la programmation sur logiciel informatique. Vous connaissez certainement Scratch, Code.org, ces logiciels-là. Donc, on est sur ces types de logiciels-là. Et on va se baser sur la théorie de flow, théorie psychologique, qui fait un lien entre le niveau de motivation de quelqu'un qui réalise une activité, quelle qu'elle soit, pas forcément éducative, et puis son état psychologique. Et l'état psychologique engendre des comportements physiques. Et c'est ces comportements physiques-là qu'on cherche à détecter pour pouvoir, par ricochet, pouvoir dire quel état de motivation et savoir si l'utilisateur du système est en train de décrocher ou pas. Alors les données qu'on peut récupérer finalement à ce niveau-là, elles ne sont pas aussi diverses que ce que je fais apparaître à ce niveau-là, parce qu'on va être sur un ordinateur, donc on va avoir
les données de souris qui sont importantes pour nous, des données sémantiques à travers l'interface utilisateur. Est-ce qu'on est dans une zone qui correspond plutôt à l'exécution du programme? Est-ce qu'on est dans une zone plutôt dans laquelle il y a le stockage des blocs de programmation que je peux utiliser? Est-ce qu'on est dans une zone qui visualise donc le comportement du programme et simule ce programme? Donc on va voir à la fois des données sémantiques et des données d'activité qui vont être plutôt liées au fait est-ce que je prends un bloc d'une zone à une autre zone et que je le mets au bon endroit, est-ce que j'ai un bon nombre de blocs dans mon programme par rapport à ce que je devrais avoir, etc. etc. Donc on a toutes ces données-là que l'on peut récupérer finalement au niveau du logiciel. Et donc on cherche à identifier les passages des étapes psychologiques caractéristiques du décrochage. On fait ça dans le cadre d'un projet national auquel d'ailleurs ici dans le réseau R4 on est plusieurs à participer. Il n'y a pas que le LUPA. Donc le projet Persévérant, PIA2 IFRAN sur les frontières, dans les frontières au niveau des territoires numériques et des outils numériques. Alors, bon, j'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser, on va regarder une petite démonstration. Je vais baisser le son. Pardon, je vais arrêter, il faut que je sorte de mon pointeur, parce que sinon... Alors, j'aurais pas dû mettre le pointeur, excusez-moi. Je sors du pointeur, si j'arrive, pour baisser le son. Tac, voilà. Sinon, je vais vous... Alors, voilà, on va y aller. Voilà, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Donc ici, on a une interface Scratch. Ici, vous avez Clara, donc, qui est une élève de 6e dans un collège montois et qui débute en Scratch dans le cours de maths, puisque la programmation informatique fait partie des cours de maths aujourd'hui dans les programmes. Donc ça, c'est l'interface, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'interface Scratch. On a des blocs pour créer les programmes, ici, à ce niveau-là. Et ici, ces programmes-là vont permettre de pouvoir faire des actions avec ce petit avatar là dans son environnement. Alors là, il n'y a rien, mais il peut y avoir d'autres objets avec lesquels il va interagir. Voilà, dans ce premier exercice, c'est juste faire se déplacer le petit chat vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Voilà, c'est ça qui doit être fait. Donc elle écoute là les consignes qui sont données. On va un petit peu avancer pour que je vous explique un peu ce que l'on fait. Voilà, tac, tac, tac. Hop, voilà, on y est. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a récupéré trois métriques particulières dans l'activité que fait Clara au niveau de son exercice. La première métrique, c'est ce que vous voyez, TDD, là, c'est du temps de drag and drop. Donc le temps qu'elle met à prendre un objet et à le déplacer, un bloc, à le mettre dans la zone de travail, ou à le déplacer dans la zone de travail, peu importe. D'accord. La deuxième métrique, c'est de la sinuosité. Donc, quand elle va aller d'un point à un autre, est-ce qu'elle y va de manière directe ou est-ce qu'elle elle hésite, elle se balade, elle ne sait pas trop où le positionner. Et la troisième métrique, c'est la pause, le temps de pause, c'est-à-dire le temps pendant lequel il n'y a pas d'activité, ni souris, ni clavier, quoique ici, clavier, il n'y a pas grand-chose à faire, donc c'est essentiellement souris. Et donc, ce que l'on a fait rapidement, hein, on a découpé le temps dans des zones de 2 minutes. Et donc, dans ces zones de 2 minutes, on va découper dans des créneaux de 4 secondes et toutes les 4 secondes, on regarde si ces trois métriques sont en train de croître en temps, quantitativement. Est-ce qu'elles sont en train d'être stables, elles ne bougent pas, ou est-ce qu'elles sont en train de décroître? Decrease, steady et increase. Voilà. Et on forme comme ça des 27 blocs, 27, vous voyez, 27 possibilités, où on a toutes les combinaisons possibles. Pardon. Pourquoi je suis revenu en arrière? J'ai dû cliquer sans faire exprès. Ah, j'ai un petit problème. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Je reviens. Décidément. Voilà. Le son. Voilà, juste là. Donc on a des 27 blocs et on va se rendre compte que quand Clara fait de l'activité, elle est un peu en difficulté là, hein. Donc là, elle est en train de travailler. Vous voyez, vous avez des blocs avec des variations à ce niveau-là assez importante en termes au niveau de ces deux métriques-là, qui sont les métriques de temps de drag and drop et de sinuosité. Donc elle est plutôt en activité. Et vous allez voir que rapidement, elle va rentrer dans des zones de doute. J'ai pas appuyé là pourtant. J'ai mon ordinateur qui me joue des tours. Hop, je vais revenir.
excusez-moi, voilà. Donc là, elle va être dans des zones de doute dans lesquelles on va voir plutôt des groupes qui vont rester à côté les uns des autres. Voilà. Et là, elle demande de l'aide auprès de l'enseignante parce elle est en panique. Donc en gros, on s'est rendu compte qu'on pouvait caractériser des états de décrochage avec un nombre de blocs qui diminuait, qui devenait de plus en plus petit, qui restait de plus en plus resserré, alors que quand on regardait des blocs qui étaient éparpillés comme ça, on était plutôt sur de l'activité variable. Je vous rappelle que l'image que l'on a là, c'est tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières minutes. Donc il y a un certain temps de latence quand même. On ne va pas détecter en temps réel directement le décrochage, mais dans les 2 minutes qui viennent, on va détecter que la gamine est en difficulté. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un exemple de ce que l'on peut faire en termes de bots logiciels. Je vais prendre un deuxième exemple, je reviens un peu en arrière, qui va être cette fois l'utilisation, cette fois non pas d'un robot ou d'un bot logiciel, mais plutôt d'un robot physique matériel, qui sont les robots de téléprésence. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au fait de ce que sont les robots de téléprésence. Donc, au cas où, voilà, je vous ai embarqué sur un robot de téléprésence. Vous êtes en train de rentrer dans la salle. Un robot de téléprésence, c'est un système de visioconférence mobile qui est sur roulette et que vous pouvez piloter à distance, faire se déplacer à distance. Voilà, je me suis rangé dans la classe. Je vais pouvoir dire bonjour à mes collègues. Voilà la pilote. Donc, elle va pouvoir commencer à suivre le cours voilà, à distance avec la vision que vous avez vue. Elle est en train de suivre le cours et puis l'enseignant peut interagir. La voilà sur son robot, on le voit, et on va pouvoir interagir avec le prof puisque le prof l'entend, la voit, elle voit le prof et elle voit la classe. Et donc les interactions sont tout à fait naturelles, comme si elle était présente physiquement, alors qu'en fait, elle est sur son lit d'hôpital, soignée pour une maladie grave et qu'elle ne peut pas être dans son établissement scolaire. Alors cet exemple que je vous ai donné, c'est typiquement l'exemple de l'utilisation de la robotique de téléprésence aujourd'hui en éducation, c'est-à-dire pour des élèves qui sont empêchés essentiellement et qui sont absents longuement de leur établissement scolaire pour des raisons de santé, souvent du cancer d'ailleurs. Nous, dans nos travaux, donc ça fait 4-5 ans qu'on travaille sur ce sujet-là et qu'on observe ces aspects-là. Mais on voudrait aller plus loin et faire de cet outil de ce robot téléprésence un outil pour tous les types d'empêchements. Parce qu'on suit une formation à distance, parce que je suis prof et je suis en conférence à l'autre bout du monde, et donc je devais donner un cours à telle heure, à tel endroit, et que j'aurais besoin de faire ce cours. Donc, est-ce que je ne peux pas être en tant que prof en téléprésence dans ma salle de classe? Donc, on veut regarder ces aspects-là un petit peu. Et donc, notre objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de caractériser toutes les interactions possibles du robot de téléprésence avec les autres composants du système, donc de l'endroit où va être positionné le robot pour réaliser son activité pédagogique, donc le CPS, hein, le système cyberphysique éducationnel. Pour identifier pourquoi caractériser ces interactions. On veut identifier justement les interactions qui ne sont pas possibles par rapport à du présentiel, qu'on n'arrive pas à faire, et voir comment on ne pourrait pas constituer de manière automatique ou semi-automatique, compléter donc le robot avec d'autres outils de manière à pouvoir recouvrer ces interactions qui ne sont pas réalisables avec le robot directement. Et donc avoir un ensemble d'outils qui permettent de réaliser les interactions dont j'ai besoin pour réaliser ma situation pédagogique. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, on y est. Donc, on a fait quelques expérimentations. Première expérimentation, c'est l'expérimentation classique, c'est-à-dire un étudiant qui est distant. Là, cet étudiant, c'est Tuan, il est ici. Là. Ce couillon, il s'était pété le genou au rugby. Et donc, il était coincé pendant 5 semaines sur son lit chez lui. Il était alité. Et donc, il a fait différents modules d'enseignement. Donc, avec moi, le cours de téléphonie sur IP, notamment les TP, c'était les TP qui m'intéressaient, évidemment, hein, là où il y a le plus d'interactions possible. Il a fait ses TP à distance, donc en collaboration avec son binôme, que vous voyez juste à côté de lui, des serveurs téléphoniques, des téléphones qui sont dans la salle. Et lui, chez lui, il avait donc son ordinateur portable et avec un double écran pour avoir tous les outils qu'il allait utiliser. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails de la constitution de l'ECPS. Avec en vert, vous avez les services, en rouge les objets et en bleu, vous avez tout ce qui est humain. Je n'ai pas représenté les datas.
J'aurais dû le faire d'ailleurs. Donc à travers l'ordinateur à son domicile et à travers le service VPN, donc il pouvait se connecter finalement au sein de la salle de TP à l'université et bénéficier de 3 types de services, dont l'interface de pilotage du robot évidemment, les interfaces web qui lui permettaient d'aller configurer certains objets comme les téléphones, les bureaux à distance, même chose, qui lui permettaient de configurer certains objets comme les serveurs. Et puis le robot téléprésence, lui, avait différents types, lui permettait d'avoir différents types d'interactions. D'abord, la mobilité ici du robot lui permettait d'aller visualiser physiquement le tas de fonctionnement des différents matériels, donc ceux qui configuraient, mais aussi d'autres comme les matériels actifs ou le câblage, pour vérifier s'il n'y avait pas quelque chose qui ne marchait pas. Quant à la partie visioconférence, couplée à la mobilité, ça permettait à l'élève distant de se déplacer, de venir me voir, moi l'enseignant, pour me poser une question, me demander de faire quelque chose, de pouvoir aussi discuter avec son binôme tout au long de la séquence, de la réalisation de la séquence, ou avec ses autres camarades, sachant que la relation avec le binôme est bien plus riche en termes d'échange que celle qu'il avait avec ses camarades. Donc ben voilà l'exemple. Là aussi, je vais baisser le son. Voilà, il est en contrôle de TP. C'est le contrôle de TP. Il fait le contrôle de TP en même temps que ses collègues en présentiel. Il est en distanciel. Donc il a une présence physique, vous le voyez avec le robot ici. Donc ce qui me permet moi de pouvoir l'évaluer de manière tout à fait naturelle. Il est là, je sais où il est. Lui, il voit les objets qu'il a à configurer. Il peut vérifier s'ils fonctionnent bien ou pas grâce à sa caméra. Il peut configurer à distance donc les matériels. Là, pour le coup, c'était des serveurs de téléphonie qu'il configurait. Les interfaces web lui permettaient de configurer donc, les téléphones, les différents téléphones qu'il avait ici à mettre en place. Et donc, il se retrouvait avec un poste de travail à distance qui était relativement similaire à ce que ses collègues en présentiel avaient. Les téléphones, le serveur téléphonique. Voilà. En ce qui concerne les interactions homme-homme, eh il n'en a eu qu'avec moi parce qu'on était en contrôle. Évidemment, il ne discutait pas avec les autres. Donc là, il m'avait demandé, il s'était déplacé, venir sur le serveur, il m'avait demandé de venir voir si ce qu'il avait fait pour la question numéro 3 ou 4, je ne sais plus, Ça était te juste ou permettait de pas. faire le contrôle ou pas? De faire la manipulation ou pas? Oui, enfin, en soi, il y avait un truc aussi. Enfin, j'ai dit, après, il a pas marché, mais après, avec Nano, ça fonctionne quand même. T'es pas Sinon, il n'y a senti. pas de problème, hein. Ouais, Il y a pas de handicap. t'as pas eu de handicap pour faire le TP quoi. Non. Bon, ok. Voilà, donc globalement, l'environnement du robot avec d'autres outils pour permettre d'interagir lui a permis de recouvrer à peu près des capacités qu'il a jugées suffisantes pour pouvoir réaliser son contrôle de TP et CTP. D'ailleurs, il a eu 12 au niveau du contrôle. Il n'a pas eu la plus mauvaise note. Il y a eu pire que lui là-dessus, donc ça s'est bien passé. Même chose, mais cette fois en se positionnant en tant qu'enseignant à distance. Donc cette fois, c'était moi qui étais à distance et puis tous mes étudiants étaient dans la salle de TP. Donc on retrouve à peu près la même composition de CPS, mais il y a des différences. Donc le CPS n'est pas tout à fait le même. Donc on va retrouver les mêmes services, le VPN pour faire le pilotage à distance depuis mon PC. Sauf que là, je vais devoir me connecter, moi, sur l'ensemble des téléphones et des serveurs de la salle, et pas simplement qu'une partie des téléphones et des serveurs, comme c'était le cas pour Tuan dans le cas précédent. J'ai des objets supplémentaires, caméra IP pour voir la totalité de ce qui se passe dans la salle, avoir une vue globale, la connexion au tableau blanc interactif pour pouvoir faire des explications globales à tout le monde à un moment donné quand je fais des points auprès de tous les étudiants. Et en termes d'interaction avec les autres humains qui sont dans la salle, eh bien, je n'avais qu'un seul rôle, qui est le rôle étudiant. Là où tout à l'heure, tu en avais 3 rôles différents, enseignant, binôme et camarades avec lesquels il interagissait et dont les interactions n'étaient pas les mêmes. Alors voilà ce que ça donne. Vous remarquez que ce n'est pas le même robot. Donc on a des robots de téléprésence différents qui ont des capacités différentes. Ça nous permet de comparer un petit peu les différentes possibilités que l'on a avec ces différents robots. Donc là, je me déplace lentement parce que la zone est un peu quand même occupée. Et donc, je vais voir un binôme qui m'appelait pour me dire que leur téléphone ne fonctionnait pas, ils n'entendaient rien. Et essayer de voir avec eux comment ils pourraient trouver la solution. Donc, voilà, avec l'étudiant maintenant ici, bien, il me dit qu'il a vraiment un problème. Donc je prends la main sur l'ordinateur ici à distance pour lui expliquer où est-ce qu'il a commis une erreur sur la programmation du serveur téléphonique. Donc ça me permet d'interagir avec lui et le robot me permet d'interagir comme si j'étais à côté de lui.
avec cette étudiante, on est sur du matériel actif, donc ici, et du câblage, et on fait fonctionner les appels téléphoniques, vous entendez le téléphone qui sonne derrière, de manière à voir ici si les choses se passent bien et qu'elle puisse trouver où est son problème, puisqu'ils ont un problème. Voilà. Et ça, c'est mon poste de travail à moi, avec sur la droite ici la caméra du robot. Voilà, dans laquelle j'interagis directement avec les étudiants, vous voyez, de manière très, très fluide. Et puis ici, on a la caméra globale de la salle. Et ici, ce que je projette sur le tableau de la salle. Donc ici, je suis en train de donner une explication globale à l'ensemble des étudiants. Et puis, je peux les faire interagir avec eux grâce au robot de manière tout à fait naturelle. Voir qui a réalisé telle partie, qui a réalisé telle autre partie. Voilà. Voilà, vous voyez, ils réagissent, ils comprennent bien, ils réagissent. Donc voilà, donc ça permet d'évaluer un petit peu dans des contextes différents et avec des rôles distanciels qui sont différents, quel est le CPS que je dois mettre en place pour pouvoir recouvrer le maximum d'interactions que j'aurai en présentiel et pouvoir réaliser ma tâche d'enseignement de la manière la plus fidèle possible au niveau présentiel, ou du moins de manière la moins dégradée. Alors, on a essayé aussi de tester d'autres choses, et notamment tout ce qui est escape game en téléprésence. Alors, escape game en téléprésence, c'est quoi? C'est le robot de téléprésence qui est dans la salle enfermée, et puis les gens sont à l'extérieur de la salle, ils pilotent le robot de téléprésence, ils doivent trouver les indices dans la salle à travers le robot pour pouvoir faire sortir le robot de la salle en activant une serrure connectée à distance qui ouvre automatiquement la porte. Alors pourquoi on a monté un escape game de ce type-là? En fait, on voulait observer comment les utilisateurs s'appropriaient les espaces, les objets, les environnements connectés qu'ils découvraient à travers l'utilisation du robot téléprésence. Donc quel était le niveau de perception qu'ils avaient de l'espace distant à travers ce robot, et leur laisser la liberté de construire toutes les interactions simples ou complexes qu'ils souhaitaient avoir avec les services et les objets dans l'environnement qu'ils découvraient. Alors, les services, les interactions de base qu'avait le robot, c'était la vue, donc la mobilité, hein, on peut pivoter, on peut reculer, avancer, on peut entendre et écouter, entendre parler, pardon, et puis on peut bouger la tête. Et donc là, il commence à construire des interactions, regarder ce qui se passe au sol, déplacer des objets au sol, et puis là, pour le coup, ils sont en train de positionner une antenne sur une borne 2G. Voilà, et grâce à la rosace qu'ils sont en train de regarder, là, vous voyez, ils descendent pour regarder la rosace, s'ils sont bien dans la bonne position, ils la positionnent comme il faut. Tout ça pourquoi? Pour aller, c'est un accéléré bien sûr, hein. Tout ça pour aller sur l'analyseur de spectre auquel est connectée cette antenne et aller vérifier ou découvrir quelle est la fréquence à laquelle diffuse la borne 2G de cet émetteur sur Mont-de-Marsan, fréquence qui était un des indices donc, de l'escape gain. Voilà, donc on a essayé de regarder un petit peu comment les utilisateurs se comportaient, est-ce que c'était facile pour eux et quelles étaient les utilisations qu'ils faisaient. On a vu plein de choses, certains prenaient des photos tout le temps, d'autres revenaient voir en direct les informations, voilà, ne se fiaient pas des informations qu'ils avaient photographiées avant. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qu'on a pu observer à travers ces expérimentations. Alors voilà, donc je vois que je parle beaucoup, hein, excusez-moi, donc on arrive à la fin. Donc ce sont des travaux qui sont en cours, hein. On est toujours en train d'essayer de caractériser et de modéliser ces interactions au niveau de CPS pour pouvoir, donc vous l'avez compris, constituer un CPS complet avec d'autres outils en environnant le robot, d'autres outils numériques, et donc automatiser la constitution de cette CPS en fonction de la situation pédagogique que l'on veut réaliser et des interactions qu'on a à recouvrer. Alors, on a deux projets en cours là-dessus, hein. Un projet du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, donc Telemscol, qui a permis d'équiper l'UPPA de 10 robots téléprésence pour les étudiants empêchés. Et comme on est une université pluridisciplinaire, ça nous permet de voir l'utilisation de ces robots dans un domaine comme le droit, comme les langues, comme les sciences sociales, comme les sciences dures. Mais ça peut être de la chimie, ça peut être de l'informatique, hein, voilà, ça peut être des choses tout à fait différentes. Donc c'est très intéressant de voir comment s'approprient les gens ce robot. Et puis, on a un projet qui est le projet Access, peut-être que vous connaissez, Accès, qui est un PIA3, territoire d'innovation pédagogique, qui a pour objectif de faire, pardon, excusez-moi, l'orientation, de faciliter l'orientation pour les lycéens qui sont distants des universités, qui ne peuvent pas se déplacer. Et pour nous, on essaie de mettre en place des activités d'immersion
via les robots téléprésence dans les immersions, dans les enseignements tout au long de l'année, pour permettre à ces lycéens qui ne peuvent pas venir sur site de pouvoir quand même découvrir la formation à distance et se faire une idée de ce qu'ils vont trouver dedans. Et là encore, nous, ça nous permet, en termes de recherche, d'observer comment ces lycéens qui ne connaissent pas le système robot téléprésence s'approprient finalement les interactions potentielles du robot et qu'est-ce qui leur manque et qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils aient en plus pour pouvoir avoir une, un ensemble d'outils nécessaires pour faire tout ce qu'on leur demande de faire. Alors, pour conclure, donc, pour résumer, le LUPA, ce n'est pas un labo, comme je vous l'ai dit, de recherche qui fait de la recherche en robotique, mais on utilise la robotique. Je vous ai présenté l'aspect éducation, mais on travaille sur l'agriculture 4.0, on travaille sur d'autres domaines dans lesquels on trouve des robots. Hein. Et donc, qu'est-ce qui justifie notre présence dans le R4 tout simplement, dans un premier temps, c'est de représenter l'Université du Sud-Aquitaine, l'UPPA. C'était déjà un point important qu'on puisse être présent dans ce réseau de recherche, même si à l'UPPA, il n'y a pas de laboratoire qui travaille vraiment sur la robotique, on est plutôt utilisateur. Mais aussi de pouvoir voir au fil du temps s'il n'y a pas des collaborations potentielles que l'on pourrait avoir avec des roboticiens. Alors je dis roboticiens au sens large, hein, on avait une petite discussion avec Grégoire là, avant de débuter la présentation sur le spectre qui était recouvert que recouvrait le terme roboticien, mais là c'est au sens large, c'est-à-dire des gens qui ont plus l'habitude sur les aspects robotiques et avec qui on pourrait avoir des collaborations pour pouvoir avancer plus vite sur nos travaux. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Laurent. Est-ce qu'on a des questions du coup dans la salle? Ouais, Nadine. Vous m'entendez? Oui, Nadine, oui. Merci beaucoup pour cet exposé et félicitations pour le fonctionnement, la présentation, tout ça. Pour l'avoir vécu, c'est difficile d'arriver comme ça à montrer les convergences et donc c'est super. Alors ma question, elle est un peu de ce niveau-là et donc elle n'est pas pas du tout technique même. En fait, tu dis industrie 4. Université 4.0. Et je me demandais pourquoi avoir utilisé le mot université, parce que finalement, la plupart des exemples ne sont pas au niveau de l'université, et je trouve qu'en plus, c'est encore plus intéressant, parce que finalement, vous abordez alors, je ne sais pas s'il faut dire éducation 4.0, ou enseignement 4.0, ou apprentissage 4.0, mais finalement, c'est encore plus large que l'université. Et même au début, tu vois, quand tu donnes les exemples, bon, voilà, tu parles je crois de Jules Ferry, enfin, bref, pourquoi avoir utilisé le mot usine 4, je vais y arriver, Université 4.0, alors que finalement, c'est plus large que ça. Alors, tu as tout à fait raison, Nadine. D'ailleurs, si tu entends parler à Ernesto Exposito que tu connais certainement de ces aspects-là, tu vas l'entendre dire éducation 4.0. Donc, on est en train de migrer. En fait, on a commencé sur l'aspect université et c'est vrai que petit à petit, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus large. Ouais. Mais dans le cadre de ce que je vous ai présenté là, on était vraiment dans la modélisation des processus à l'intérieur de l'université qu'on connaît bien. Donc, c'est un sous-ensemble de ce qu'on pourrait appeler éducation 4.0 en fait, université 4.0. Parce qu'il y avait la jeune fille, la petite là, et puis après, on voyait aussi, oui, les robots, tout ça, on voit que c'est des grands, mais des fois, c'est des plus petits. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, tu as tout à fait raison, hein, ça va au-delà du domaine de l'université. Et là, dans le cadre de la thèse de Samia Bachir, là, qui s'achève, on s'était focalisé sur la modélisation des processus au sein de l'université. Qu'on connaissait bien. C'est pour ça qu'on avait appelé ça l'université 4.0. Mais c'est plus large, oui, tout à fait. D'accord, ok. C'est juste une petite remarque. Hein. Oui, tout à fait. Alors, il y a Xavier qui lève la main, mais j'ai vu Vincent ouvrir son micro, peut-être avant. Est-ce que tu nous entends, Vincent? Non, j'ouvrais mon micro pour interpeller Nadine, justement. Ah, okay. Mais elle a fait tout à fait le job. Ça me semblait très en relation quand même avec des choses qui se font du côté de la PEPS. Tout à fait. Ouais, voilà. Mais bon, on en reparlera peut-être entre nous pour notre présentation qu'on doit faire bientôt. Oui. Voilà. Merci Vincent de me mettre la pression. À bientôt. Du coup, Xavier? Oui. Bonjour, Xavier Hinault.
Moi, je suis dans Bonjour l'équipe Xavier. Mnemosine à l'INRIA, à Bordeaux, du coup. Mhm. Et du coup, j'aurais une question concernant les micros, parce que lors des robots qui sont dans les salles de TP, j'imagine que ça va être un peu compliqué avec tout le bras. Alors, est-ce que les micros peuvent être dirigés et est-ce qu'ils sont directionnels ou omnidirectionnels? Alors, justement, non, et ça fait partie des éléments des extensions possibles qu'on peut avoir. Quand je parlais d'outils numériques qui allaient environner le robot, je ne parlais pas que d'outils logiciels, quoi, des outils, ce que je vous ai montré. Je parlais aussi d'extensions matérielles. Donc, on travaille avec un constructeur qui est Axine Robotique, un constructeur français de robots téléprésence, justement pour rajouter donc effectivement des micros directionnels, des micro-cravates pour les gens qui ont besoin, pour qu'on a besoin d'entendre le plus souvent, notamment le prof, des choses comme ça, et de pouvoir avoir une interface qui nous permette de choisir le device sur lequel je vais aller récupérer le son en fonction de ce que je suis en train de faire. Effectivement, tout à fait, Xavier. Il y a des choses à améliorer là-dessus. Mais ça n'existe pas pour le moment. Pour le moment, ces robots-là ont été faits pour faire. Ils n'ont pas été fabriqués pour de l'éducation, hein. Ils ont été faits pour des environnements professionnels, pour pouvoir faire du business entre sites distants, hein, essentiellement. Même si dans l'histoire, ce sont essentiellement les robots téléposants ont été en premier utilisés par des profs de langue qui ne pouvaient pas se déplacer sur des sites. Par exemple, dans les îles des pays nordiques, l'hiver, on ne peut pas se déplacer pour les profs de langue. Il n'y a pas des profs de langue sur toutes les îles. Donc, ils se déplacent souvent avec des petits avions pour aller d'une île à l'autre. Et là, l'hiver, ils ne peuvent pas y aller parce que évidemment, c'est gelé et tout ça. Et donc, ils utilisaient des robots téléprésence pour donner les cours de langue à distance. Donc, ça, c'est une des premières utilisations qui a été faite. Ça s'est fait beaucoup au niveau des Japonais et des Asiatiques. Puis, ils ont arrêté un petit peu parce ils sont passés sur autre chose. Et puis, c'est les Américains qui ont repris le flambeau depuis une bonne dizaine d'années et qui produisent ces robots qui sont plutôt pour de l'environnement business, quoi. Donc, il n'y a pas, on est dans des environnements plats où il n'y a pas trop de bruit, ou voilà, qui sont pas vraiment très très bruités dans tous les sens du terme. Et donc là, il y a des choses à faire. Ouais. Je ne connaissais pas l'anecdote des robots de téléprésence en Scandinavie. Mais du coup, en pratique, en TP, ça allait ou vous fallait faire répéter plusieurs fois Non, non, ça allait bien parce que je me rapprochais assez proche. Et puis si tu... Alors attends, je vais reprendre le truc là. Si j'arrive à trouver je reprends juste pour voir si j'arrive à trouver une image qui pourrait le montrer. Alors là, tu vois, c'est la version de base dans laquelle il n'y a rien. Donc ça c'est un iPad en fait, la tête c'est un iPad, et donc c'est le micro et le haut-parleur de l'iPad. Autant dire que c'est complètement difficile. Par contre, dans la partie, je pense, excusez-moi, ici, si je peux l'arrêter à un endroit, hop, je vais l'arrêter. Est-ce qu'on le voit? Voilà, ici, là ce qu'on voit, c'est qu'il y a une extension qui a été prévue, donc qui a été mise en place par le constructeur, avec un micro externe, donc qui n'est pas directionnel, mais c'est déjà un micro de meilleure qualité, et puis un petit haut-parleur à ce niveau-là, qu'on a vu apparaître, voilà, on le voyait bien là, ici, là, qui permet d'avoir un son beaucoup plus dirigé quand même, et de pouvoir mieux entendre et mieux parler. Donc déjà là, c'était beaucoup plus positif. Après, il y a d'autres robots qui ont 3 haut-parleurs, qui ont 2-3 micros, donc qui permettent de mieux capter le son, mais ce n'est pas encore directionnel. C'est pas encore bien fait, et c'est quelque chose qui est à envisager, ces extensions matérielles. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Widad, est-ce que tu m'entends, Widad? Oui, est-ce que Ouais. tu m'entendais? Oui, Ouais, très bien. oui, merci Laurent, vraiment très intéressant et voilà, je ne m'attendais absolument pas à écouter ce type d'exposé, je trouve super intéressant. Alors, j'avais une question sur la notion autonomique, je n'ai pas bien compris, tu faisais référence du contrôle à la commande, donc je n'ai pas bien compris à quel niveau ça intervient dans la chaîne de décision ou de téléopération que tu fais. D'accord. Oui, parce que je n'ai pas trop insisté, c'est vrai, là-dessus. Donc l'idée, c'est que quand on récolte donc, les données sur les différents objets, donc tu prends la salle de TP par exemple, là on est en train de faire des manips actuellement, je suis en train de faire des manips avec des étudiants où je récolte donc des logs sur à la fois les téléphones IP qu'ils configurent. Alors il y a des téléphones IP, alors
pour te donner l'exemple, on est en comodalité. Donc, on a un étudiant de binôme dû aux conditions sanitaires. On a un étudiant du binôme qui est en présentiel et un étudiant du binôme qui est en distanciel. Et donc, ils travaillent en commun en même temps, en synchrone. Ils font le sujet de TP. Et donc, j'ai des téléphones logiciels qui sont au domicile de l'étudiant distanciel et des téléphones physiques qui sont dans la salle de TP. Donc, je récolte des données sur ces différents outils-là. Je récolte des données du serveur téléphonique et je récolte des données je leur ai demandé d'utiliser Discord pour leurs échanges humains-humains. Voilà. Donc, je récolte toutes ces données-là. Et en fonction de ce que je vois se passer en termes de données là-dessus, je vais récolter ces données et je vais essayer de prendre, à travers les Learning Analytics que je mets en place, de prendre des décisions pour savoir s'ils sont en difficulté, si l'étudiant en distanciel, finalement, il ne fait plus rien, il n'y a que les étudiants en présentiel qui travaillent, ou si tous les deux sont à la bourre et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc après, par rapport au scénario, peut-être adapter le scénario en leur demandant de faire des choses plus simples ou en demandant à l'étudiant distanciel de faire des choses qu'il pourra faire que lui et pas l'autre. Donc, prendre des actions, avoir des actions ici. Donc, on a le système de contrôle commande, en fait, qui est dans le domaine éducatif. Donc, récolte des données via Learning Analytics. Après, dans ce cas-là, adaptation du scénario pédagogique et demande à l'étudiant de réaliser des tâches différentes de ce qui était prévu au départ. Voilà un peu ce que je voulais dire par des boucles autonomiques, sachant qu'on est dans un système qui devrait être automatisé ou semi-automatisé avec une supervision de la part de l'enseignant. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, à quel niveau de décomposition tu arrives à décrire l'ensemble des tâches, des indicateurs et, enfin, j'imagine que ça Ouais. doit être un boulot monstre en fait. Hein, Ouais, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas ici. Où est-ce que je l'aurai? Donc, ça va être compliqué. Vous voyez plus. Je pense que là, vous voyez plus mon écran. Hein. On l'a perdu. Oui. Ouais, on a un Ouais, peu l'écran. alors, attends, je vais essayer de retrouver mon truc parce que ce qui est bizarre, c'est que. Non, je ne l'ai pas, je ne l'aurai pas. Donc, ouais, c'est ça qui est compliqué. Tu as tout à fait raison. Donc, l'idée, c'est d'arriver à descendre au niveau le plus bas possible. Et justement, le travail de Samia, c'est d'arriver à définir donc des modèles. Tu connais bien, enfin, peut-être vous connaissez, je ne sais pas, Philippe Agnorté ou des gens comme ça qui travaillent sur l'IDM, l'ingénierie dirigée par le modèle, et qui travaillent sur la décomposition de modèles les uns derrière les autres, donc l'enrichissement de modèles par d'autres modèles. Et donc, on essaie de, petit à petit, avec des modèles propres à l'éducation, à la description des scénarios pédagogiques, d'autres modèles qui décrivent le système, le CPS, le système cyberphysique, arriver à avoir une décomposition la plus fine possible pour pouvoir bien définir les règles basées sur les métriques que je récupère pour pouvoir prendre ces décisions. Mais ce n'est pas simple. Et c'est, comme je le dis, on est encore en train d'y travailler dessus, donc c'est pas, je ne peux pas dire que c'est fait, quoi. Ouais, c'est bon courage. Oui, c'est pas forcément Pas évident. facile. Je peux me permettre une dernière question. Quand tu mélanges différents types de systèmes cyberphysiques, donc tu avais parlé d'un réseau LoRa, donc en fait ça c'est quelque chose d'établi, comment ça communique, Ouais. c'est quelque chose qui est flexible, vous avez une architecture fixe. Alors là, projet. alors là, sur l'aspect LoRa, c'est plutôt Kong Dukfam chez nous qui s'en occupe, donc le professeur Kong Dukfam qui travaille là-dessus au niveau de l'agriculture 4.0 essentiellement, et notamment du déploiement de capteurs un peu partout en Afrique, dans les champs, pour les aspects irrigation et développement des plantes, donc des cultures. Et je sais que, alors je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails parce que je ne suis pas au fait de tous les points, mais je sais qu'il a dû travailler sur les aspects communication parce qu'il était dans des conditions un peu particulières, des conditions climatiques, des conditions géographiques, qui faisaient qu'il avait à travailler un petit peu sur les domaines de communication pour pouvoir faire vraiment communiquer correctement tous ces capteurs ensemble et faire remonter les informations
en mode pair à pair, quoi, rapidement, pour que ça puisse remonter, ça puisse être centralisé à un endroit. Voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas suivi le projet, mais voilà, je sais qu'à travers les présentations qu'il nous avait faites, c'était un peu des problématiques qu'il avait dû travailler un petit peu sur ses protocoles de communication, LoRa, donc qu'il avait dû faire de l'adaptation un petit peu de ce qu'il trouvait classiquement sur ces cartes. Ok, merci beaucoup, Laurent. Avec plaisir.